OK, c'est parti. Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Ah, jouer comme une fille. Pourquoi pas, hein? Nous sommes plus de 6 millions de personnes avec un handicap au Canada, d'un bout à l'autre au pays. Et chacun de nous est unique, avec ses propres défis et possibilités. Mais encore aujourd'hui, on regarde les 25 % du pays, un peu de haut parfois avec dédain, avec mépris, mais certainement avec incompréhension. Ça, c'est sûr. Mais le sport nous a un peu rapprochés de tout ça. Avec les Jeux paralympiques, par exemple. De véritables héros sont nés. Et au Québec, je pense à André Vigé, je pense à Benoît Huot, je pense à Dean Bergeron, plus récemment Aurélie Rivard, Cindy Ouellette, autant en ski de fond qu'en basket en fauteuil roulant, une athlète exceptionnelle. Et bien sûr, Chantal Petitclerc, 21 médailles paralympiques sur 5 Jeux, 21 médailles, donc 14 d'or. 14, c'est quand même pas rien. A remporté le Lou Marsh en 2008. Aurait pu remporter également un prix Sport Québec. Là, je ne me rappelle plus quelle année, mais ça avait brassé pas mal. J'imagine. Hein? En tout cas, Guylaine, on va s'en parler dans quelques instants. Mais aussi, elle est dans tous les temps de la renommée ou à peu près. Alors, c'est vraiment intéressant d'avoir la sénatrice Chantal Petitclerc avec nous. On va parler de sport avec handicap parce que jouer comme une fille, c'est jouer intensément, même en fauteuil roulant. Alors, bonjour Guylaine Demers. Salut Marc Durand. Hey Guylaine, je te présente encore une fois, même si tout le monde te connaît maintenant. On est déjà rendu à l'épisode numéro 2, si on compte l'épisode 0 plus 1 plus 1. Alors, PhD en sciences de l'activité physique, pédagogie sportive, professeur à l'Université Laval depuis 2001. Ton principal cheval de bataille, c'est d'augmenter le nombre d'entraîneurs féminins au Canada à des postes de direction, également à des postes de direction, récipiendaire du Trophée Femmes et Sport accordé par le CIO en 2020, présidente des Galaxions et co-directrice du Centre national de recherche sur l'équité entre les genres dans le sport, le centre de recherche E-Alliance. Yes, sir. E-Alliance. Et Alliance, Équité Alliance. C'est beau. C'est beau, hein? Bon, Guylaine, un sujet, pratique sportive quand on a un handicap. Pourquoi ce sujet-là particulier? Bien, en fait, ça fait partie aussi de notre objectif, je pense, avec ce balado-là. Oui. C'est de rendre visible ce qui est peu visible, de permettre une discussion ouverte et de sensibiliser aussi les gens puis de les faire connaître davantage le sport féminin dans toutes ses facettes, incluant donc les athlètes féminines, les entraîneurs féminines qui œuvrent dans le monde du parasport ou qui ont elles-mêmes un handicap. Et je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment un sujet qui est passionnant, mais quand on ne le connaît pas, mais on ne s'y intéresse pas. Fait que je pense que c'est un peu notre cheval de bataille de toutes les facettes du sport féminin et ça en est une facette importante. Et qui de mieux pour nous en parler? Et elle est avec nous. Chantal Petitclerc, bonjour. Bonjour et hey. Merci de m'accueillir avec vous. Oh mon Dieu, c'est tellement un plaisir de partager. On est vraiment honorés de t'avoir avec nous. J'ai parlé un peu de toi rapidement parce que, écoute, toute une carrière avec autant de succès, de médailles. Et tu es également porte-parole du défi sportif Altergo depuis 17 ans et ambassadrice de l'organisme international Right to Play. Et sénatrice, en plus, ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, on te voit sur plusieurs plateformes. Quels sont tes chevals de bataille, là, présentement? Ah, mon Dieu, on commence dans la bonne humeur et dans cette nouvelle année, mais je dirais que mes chevals de bataille, présentement, sont un petit peu moins joyeux, hein, parce que nous, au Sénat, moi, je suis marraine du projet de loi au Sénat sur l'aide médicale à mourir. Oui. Donc, on est dans des sujets qui sont à la fois très complexes, qui viennent chercher tout le monde de manière différente, mais qui sont vraiment tellement importantes. Et je dirais aussi que quand ça va être fait, ça, ou quand on va avoir réussi à passer à travers ce projet de loi-là, une des choses qui est bien importante et qui vient d'une autre athlète féminine, Nancy Greenring, avait proposé ce projet de loi pour limiter la publicité qu'on fait aux enfants, donc la publicité de malbouffe. Oui. Et c'est quelque chose de Nancy Greenring qui a pris sa retraite et c'est quelque chose que moi, je vais continuer.
Wow, ben ça, c'est déjà... en tout cas, les projets se poursuivent pour toi, puis tu es une porte-parole extraordinaire. Juste pour parler de toi un petit peu au départ, toi, tu n'es pas né paraplégique. C'est arrivé, tu avais 13 ans, donc tu as vécu avec des jambes, puis tu as vécu après cette pression-là de continuer à vivre, à survivre. Le sport a été important pour toi, j'imagine, après cet accident-là. Absolument, oui. Moi, j'ai eu cet accident à 13 ans, là, un accident de ferme, la porte d'une grange qui est tombée sur moi. Oui. Je suis devenue paraplégique et j'ai eu cette chance incroyable d'avoir... les gens qui connaissent mon histoire savent que je parle toujours de Gaston Jacques, mon professeur d'éducation physique. Il faut savoir que Gaston Jacques... était aussi le grand ami de Sylvie Lavoie, qui était, à l'époque, on appelait ça animatrice à la vie culturelle. Là, je suis sûre que ça s'appelle plus comme ça. Et les deux, en fait, qui étaient de grands amis, m'ont convaincue de commencer à nager quelques mois après mon accident. Et là, aujourd'hui, on dit ça, puis ça a l'air bien normal, tout ça. Puis moi, je regarde les nouveaux accidentés, puis ils reviennent dans une vie régulière très, très rapidement. Mais là, on parle début des années 80, là, c'était l'époque où, quand tu étais handicapé dans une école, ils t'envoyaient à la bibliothèque parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec toi. Ils n'avaient pas cette formation-là, cette ouverture-là. Donc, que Gaston et Sylvie disent non, on va nager 3 jours semaine, ça a été extraordinaire de leur part. Et puis moi, ça m'a fait découvrir, j'allais dire une passion, mais plus que ça, un talent, parce que comme j'étais une petite fille assez tranquille, assez introvertie, je savais pas, moi, que j'étais bonne en sport. Et j'étais pas bonne en sport d'équipe. Donc, j'avais cette espèce d'impression-là que j'avais pas nécessairement ce potentiel et ce talent-là. Donc, je l'ai découvert à cause de mon milieu scolaire, à cause de mon prof d'éducation physique. Et je prends toujours le temps de le dire parce que les enseignants, ils ont tellement cet espace-là pour changer des vies et ça a été le cas pour moi. Actuellement, on se rend compte qu'il y a, je te dirais, l'encadrement des jeunes qui ont un handicap. Là, tu parles du contexte scolaire. Et si on regarde du côté du contexte sportif, là, du sport organisé, on a de la difficulté à recruter des entraîneurs qui viennent de ce côté-là. Et pourtant, quand on t'entend, je pense que ça peut être un milieu comme entraîneur où c'est extrêmement valorisant parce que plus que le côté sportif, là. Ah, tellement, non, tellement, mais ça, cet aspect-là d'avoir des entraîneurs pour les parasports, pour les para-athlètes, et pas juste au niveau élite, hein, parce que c'est sûr que tout le monde veut entraîner des potentiels de médailles, oui, là. Oui. C'est glamour un petit peu, mais il faut que ça se passe à l'école, il faut que ça se passe dans les milieux communautaires aussi. Et déjà, l'accès à des sports organisés quand tu es un jeune en situation de handicap, c'est bien beau, tu vas au défi sportif une semaine ou 2 semaines par année, mais le reste de l'année, tu fais quoi dans ta petite communauté? Moi, j'ai mon petit cousin qui est dans le même village que moi, Saint-Marc-des-Carrières, et puis, tu sais, je veux dire, il n'y en a pas d'équipe de basket, tout ça. Donc, ça, c'est tout un défi. Et les entraîneurs pour les athlètes en parasport, ça, c'est un autre défi aussi. Et je pense qu'il faut le faire aussi à 2 niveaux. Il faut avoir des entraîneurs qui vont se spécialiser en parasport, mais il faut aussi avoir des entraîneurs. La natation, c'est un excellent exemple. Là, il n'y a rien de plus inclusif que la natation. Tout le monde est dans une piscine. Tu n'as pas besoin d'équipement spécialisé. Non. Et un entraîneur dans une polyvalente, dans une école primaire, au cégep, comme ça a été mon cas, hein, quand je suis arrivée au cégep, le club de natation a dit « Ah ben oui, viens nager avec nous ». Et des fois, il y a comme un peu, ils ont peur ou ils se disent, tu sais, et la plupart du temps, c'est même pas si compliqué que ça. Tu sais, il faut juste avoir une certaine ouverture d'esprit, poser des questions. Et donc, oui, des entraîneurs qui se spécialisent en parasport, mais aussi des équipes régulières qui ouvrent leurs portes à des athlètes avec handicap dans leurs équipes scolaires. Et ça fait tellement toute une différence, là. Je pense qu'on a du travail à faire de ce côté-là. Convaincre des entraîneurs, oui, effectivement. Moi, Guylaine et Chantal, j'ai un préjugé. Mettons que le sexisme, là, je le vois moins en sport paralympique. Je me trompe, Chantal? Est-ce que c'est aussi un enjeu?
Je pense que mais c'est une bonne question parce que c'est aussi un enjeu de mon expérience personnelle. Oui. C'est peut-être moins visible parce que il y a comme une équation, hein. Tu sais, des fois, les gens vont un petit peu idéaliser le sport paralympique. Tu sais, ils vont dire, les athlètes sont moins des petites vedettes, mais souvent, il y a moins de doping, mais je veux dire, tu sais, être en situation de handicap, t'es pas ni mieux ni pire que personne, mais il y a moins d'argent au niveau paralympique. Et t'enlèves de l'argent et des fois, t'enlèves aussi certaines situations comme justement des athlètes qui sont trop des vedettes ou qui se pensent trop des vedettes, comme aussi le doping, il y en a moins en milieu parasport, mais parce que tu sais aussi, il y a moins d'argent. Moins d'argent, mais c'est comme dans tous les sports. Moyens, c'est ça. Mais dans bien des sports, c'est ça aussi. Il y a moins de dopage dans certains sports amateurs parce qu'il y a moins d'argent à faire. Donc, il y a moins d'intérêt. C'est ça. Effectivement. Non, absolument. Puis au niveau du sexisme, là, je me disais que je pense qu'on pourrait avoir cette impression-là. Mais moi, je me rappelle, et c'est toujours la mesure de comment je me dis que les choses évoluent ou n'évoluent pas. Tu vas être aux Olympiques ou aux Paralympiques, les Jeux se terminent et par exemple, le 100 mètres. Hein, on sait que le 100 mètres, c'est l'épreuve reine là, et c'est tout le monde sait c'est qui les gagnants du 100 mètres. Et je me dis toujours que Paralympique ou Olympique, on aura vaincu cette espèce de sexisme-là quand on va dire à quelqu'un, on va demander à Marc Durand, journaliste, « Hey, c'est qui a gagné le 100 mètres au para? » Chantal Petitclerc. Oui. Mais souvent, la première réponse va être le gars, tu sais, ou va être Usain Bolt. Et tu sais, qui a gagné Wimbledon? On va dire, c'est Federer, c'est... Et c'est spontané. Ça veut dire que notre référence est toujours masculine. La référence de base reste masculine. Et ça, c'est encore vrai, je pense, dans le sport. Mais je dois dire qu'en paralympisme, peut-être qu'on le voit un petit peu moins. Mais en même temps, moi, je le vois avec les entraîneurs. Moi, je l'ai vécu comme entraîneur aussi, cette espèce de sexisme-là, où j'arrivais comme entraîneur, très, très humble, quand j'ai travaillé avec les Anglais ou même avec le Canada. Et peu importe le nombre de médailles que tu as gagnées comme femme, comme paralympienne, des fois, les gens vont aller poser une question à un athlète masculin qui n'a pas fait la moitié de ce que tu as fait. Mais ça, je l'ai vu pas juste avec moi, avec plein de monde, tu sais, avec plein d'athlètes féminins, tu sais, les athlètes, les filles, les gars vont demander conseil à quelqu'un qui a moins fait que l'athlète féminine qui a tellement été une championne. Et ça, je me dis, c'est un signe de quelque chose. Tu sais, c'est symptomatique d'un certain sexisme qui existe sur le terrain. Donc, c'est pas toujours de dire « Ah, les prix sont égaux, les médailles sont pareilles ». Au Québec, par exemple, je trouve que les femmes, au niveau olympique et paralympique, et là, je ne parle pas de sport professionnel, mais au niveau de sport amateur, les filles ont quand même une belle couverture médiatique parce qu'on est bonne aussi puis on performe. Oui. Mais, tu sais, si on enlève le hockey, si on enlève tout ça, tu sais, on connaît nos athlètes féminines quand même beaucoup. Mais je pense que le sexisme, il se passe ailleurs, il se passe dans la perception, il se passe aussi dans le choix des coachs de dire OK, aujourd'hui, c'est la finale des gars, tout ça, c'est important. T'sais, moi, ça, je l'ai vécu à l'intérieur d'une équipe. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où est-ce qu'on envoie nos massos? Où est-ce qu'on envoie nos équipes? Ben non! Hey, moi, je suis sur le cul, là. Peux-tu dire ce mot-là? Ah oui, tu peux. Pour vrai? Non, moi, je pense que c'est pas noir et blanc, là, non, mais il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. T'sais, dans les meetings le matin, OK, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, moi, bon, ça fait quand même 10 ans que j'ai pris ma retraite, là, donc je ne veux pas m'avancer. Ouais. Mais en fait, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il ne faut pas penser que tout est réglé. Parce que c'est dans ce temps-là qu'on arrête de faire des efforts. Bien, je suis contente que tu en parles parce que nous, tu sais, du côté de la recherche, effectivement, ce que ça tente de mettre en lumière, c'est qu'effectivement, il y a de la discrimination du côté du parasport également. C'est pas différent, mais on en entend très peu parler. Parce que dans le discours, c'est souvent non genré. On ne parle pas du sexe nécessairement. On ne parlera pas de
parasport féminin, parasport masculin. Mais quand on va de l'intérieur, comment les athlètes féminines le vivent et les mêmes choses du côté des entraîneurs. Là, on a vraiment le discours que tu dis, bon, ça fait 10 ans, j'ai pris ma retraite, mais les chiffres sont encore présents. Et pour moi, une des pistes, entre autres, une des pistes ou une des preuves, plutôt, c'est que récemment, il y a un Institut national de sport qui m'a contacté pour que je fasse un projet de recherche pour savoir comment attirer plus d'athlètes féminines en parasport. Et puis vraiment, la question, en fait, c'est on met souvent ça sur le dos des filles ou des femmes elles-mêmes. Tu sais, le blame it on the woman, là, il est très présent. Donc, c'est parce que la fille n'est pas intéressée, parce qu'on trouve toujours des excuses par rapport à la fille qui a un handicap. Puis c'est la même chose du côté du sport sans handicap. Mais de dire, mais nous, comme système, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer plus de filles en parasport? Puis ça, j'aurais le goût de t'entendre là-dessus. Toi, comment tu, actuellement, là? Ouais. Mais je pense que... il y a plusieurs défis en parasport. Hein? Il y a des défis aussi. Et là, mes stats sont peut-être plus bonnes, mais je sais que moi, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup plus d'accidentés masculins que féminins. Tu sais, on parle des accidents de voiture, accidents de moto. C'est peut-être plus vrai. Donc, le bassin de potentiels paralympiens était quand même un peu disproportionné, là, hommes-femmes. Donc, mais ça, encore une fois, il faut vérifier, mais il y avait ça, mais on pourrait penser que c'est encore le cas. Mais en fait, c'est très... Je ne saurais pas comment faire. C'est ça ma réponse, pas le fun, parce que il faudrait d'une part identifier pourquoi les filles sont moins intéressées dans le parasport, si c'est le cas. Si on se dit, est-ce que c'est parce qu'ils connaissent pas ça, qu'elles ne connaissent pas ça, est-ce qu'elles ne savent pas où s'adresser? C'est pas simple, hein? Et ce qui est très, très difficile aussi au niveau parasport, c'est comment aller chercher les individus qui peut-être ne savent pas ce qui s'offre à eux. Et c'est vrai que quand tu viens, si par exemple tu as un accident ou un handicap qui te limite d'une façon ou d'une autre physiquement, c'est difficile d'être au courant. Moi, je suis allée chercher ça. J'ai cherché où je pouvais faire du sport, qui en faisait, quelle sorte de sport. Donc, je suis allée. Mais un des défis, par exemple, c'est les enfants en situation de handicap. Sont où? Est-ce qu'on est capable de les contacter? Est-ce qu'on est capable même juste de leur envoyer des adresses? Ben non, parce que là, il y a la protection des listes d'étudiants. Donc, c'est pas facile. Il y a beaucoup. Et là, tu as des endroits où si tu es tout seul en situation de handicap, c'est moins évident. Mais ça, c'est hommes et femmes. Donc, pourquoi les femmes sont moins intéressées? En fait, il faudrait voir aussi, est-ce qu'elles le sont moins par rapport aux athlètes féminines sans handicap, ou est-ce que c'est le même ratio, mais dans une population qui est plus petite? Et là, c'est là qu'on verrait s'il y a un vrai problème. Ou si, je veux dire, si c'est le même problème para et non para, bon, ça, c'est une chose, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit encore plus chez les femmes. Je peux te le confirmer, c'est plus. Ah oui, hein? Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la distinction, qu'est-ce qui fait? C'est sûr qu'aujourd'hui encore, l'abandon de la pratique sportive est plus important du côté des filles que des garçons. Il va y avoir une fille sur 3 qui va lâcher pour un gars sur 10. Fait que c'est vraiment, vraiment important. Mais ce qu'on se rend compte, en fait, du côté parasport, c'est que les filles qui font plus de sport maintenant, qui ont commencé, on parlait tantôt des sœurs Dufour-Lapointe. Oui. Bon, mais quand tu viens au monde dans une famille qui est très sportive et qui t'initie très rapidement, ça fait partie de ton identité, de ta culture et tu continues en sport. Oui. Mais ce qui arrive maintenant du côté du sport féminin, pour les filles qui viennent au monde dans une famille qu'on va caler sportive, qu'on va identifier comme sportive, on en voit beaucoup moins du côté para. Donc, des parents d'enfants qui ont un handicap
qui vont vraiment, plutôt que de surprotéger, qui vont amener leur enfant dans une pratique sportive régulière, il y en a moins. Et là, on voit que ça fait une distinction. Puis tu parlais de Cindy Ouellette tantôt, qui fait, basket et ski de fond. Oui. Bien, quand tu regardes son père, là, c'est lui qui a patenté sa chaise pour, qui travaille avec elle. Alors, dans sa famille, le sport, ils ont cru, puis ça fait partie. Elle était sportive avant, elle aussi, c'est arrivé. On voit tout de suite la différence. Fait que ça, c'en est un des éléments qui fait qu'aujourd'hui encore, on a plus de filles, en fait, non seulement qui vont lâcher, mais qui commenceront carrément pas la pratique sportive. Et comme tu dis, c'est complexe, effectivement, parce qu'il y a une question d'accès, mais le point de départ, souvent, c'est la famille immédiate. Ou d'avoir la chance, on va dire comme ça, d'avoir un prof d'édu, un Gaston de ce monde, qui va dire « Viens-t'en, j'ai quelque chose pour toi. » là. Bien, clairement. Hein? Est-ce que tu dirais... Oui, vas-y, Chantal. Non, mais j'allais dire ça m'étonne pas parce que, et selon le handicap aussi, et parfois la sévérité du handicap, alors qu'on sait que maintenant, il y a des types de parasports pour tous les handicaps. Oui. Mais c'est vrai qu'une famille, et ça, je le vois encore des fois dans des visites et tout ça, et on ne peut pas en vouloir. Hein, c'est une espèce de réflexe de parents de surprotéger un enfant qui semble en situation de vulnérabilité, de faiblesse. À cause de son handicap. Et donc, il y a peut-être quand même beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Et encore là, il faut être capable de les rejoindre, ces individus-là, ces familles-là, pour dire, écoutez, il y a ça, vous pouvez aller là, vous pouvez essayer telle affaire. Et souvent, le problème du côté parasport, c'est que tu as comme des individus. Tu sais, je pense à Maxime Gagnon du défi sportif, tu sais, qui prend le téléphone, il voit quelqu'un sur le trottoir, il l'arrête, il dit, tu veux-tu essayer le sport, ton petit serait bon là-dedans. Mais c'est pas un système, ça. C'est 3-4 champions. Tu sais, moi, j'avais Pierre Pomerleau à Québec quand j'étais là. Mais à un moment donné, il faut que tu aies une espèce de structure, comme on a dans le milieu non-parent, qui va dans les écoles, tu sais, les Jeux du Québec. Bon, ça se fait un petit peu, mais on l'a pas beaucoup, ça, en milieu para. Donc, si tu n'as pas un champion comme moi, j'ai eu Gaston Jacques qui est venu me voir, ben je serais comme passée à côté de mon potentiel. Et moi, j'ai eu cette chance-là. Mais, je veux dire, on peut pas juste espérer que tout le monde rencontre son Gaston Jacques, là. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on bâtit un succès. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que je garde ça en tête parce que je pense à Égal Action. Oui. Bien, en fait, on n'est pas actif du tout du côté du parasport. Puis je pense qu'il y a une opportunité, effectivement, de dire comment on peut aider le système. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut pas que ça tienne sur des individus parce que le jour où ces personnes-là ne sont plus là, bien, il n'y a plus rien qui se passe. Alors, il faut vraiment que ça soit systémique. Oui. Le mot qu'il ne faut plus prononcer au Québec. Ça dépend des sujets. Ça dépend des sujets. Ça va. Effectivement. Mais, et je suis d'accord avec toi. Puis pour moi, en tout cas, ça m'allume une lumière du rôle que chacun on a à jouer, en fait, pour faire en sorte que ça devienne au niveau du système. Un exemple, Guylaine, de tout ça, c'est Dominique Larocque. Oui. Dominique Larocque, qui, lui, a remporté des médailles paralympiques, mais lui, c'est un handicapé de la guerre. Et puis, le programme militaire fait en sorte qu'on les incite à pratiquer des sports après leur blessure grave. Et puis, lui a vu les Jeux de Vancouver comme spectateur, mais payé pour être présent, puis il a vu le hockey luge, puis aujourd'hui, il est gardien de but pour l'équipe. Ah ouais. Alors, c'est un bon exemple, comme quoi, des fois, il faut aller les chercher, les prendre par la main. Absolument. Absolument. Bon, exactement. Et là, ça va m'amener sur un autre, parce que, bon, tu as parlé de Gaston, puis j'aimerais ça, donc, t'amener, parce que pour moi, c'est certainement mon plus grand cheval de bataille, c'est les coachs féminins. Ouais. Écoute, ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Depuis 25 ans, même les chiffres ont tendance à diminuer. Du côté parasport, les chiffres sont encore plus déprimants. Ils sont déprimants du côté du sport sans handicap, puis c'est la même chose. Écoute, aux derniers Olympiques, on avait 9 % de coachs féminins. En para, c'était 6. C'est pathétique. Tu sais, je veux dire, et pourtant, on a... Puis peu importe les disciplines, alors qu'on a... On le sait, nos délégations canadiennes, on est un exemple. On est quasiment à 50-50, là, athlètes masculins, féminins, là.
parasport puis sport sans handicap, là-dessus, la participation, on est donc bon. Mais quand on arrive au niveau du coaching, là, c'est difficile. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des athlètes féminines pour qui la relation avec l'entraîneur masculin n'a pas toujours été joyeuse. Puis c'est pas parce que... puis avec Marc, on est très clair dans ce balado, on ne veut pas tirer la pierre à personne. Des entraîneurs masculins qui veulent faire une bonne job, mais qui, à certains égards, à un moment donné, sont un peu dépassés ou ne comprennent pas nécessairement. Puis je sais que dans ton cas, il y a eu justement cette... Je ne veux pas l'appeler dualité, mais disons différence dans la façon d'approcher l'entraînement. Puis pour moi, ça devient aussi un peu un argument pourquoi on a besoin d'entraîneurs féminines. Fait que, je ne sais pas si, là, ma question est un peu longue, mais un commentaire, mais justement, cette importance d'avoir des coachs féminins dans la carrière d'une athlète féminine. Oui, non, c'est très, très important. Je vais dire deux choses. Hein. Il n'y a pas assez de coachs féminins, ça, c'est sûr. Et je ne comprends pas pourquoi. Je dois dire que ça revient un petit peu à ce que je disais quand on parlait du sexisme dans le sport. Il y a un sexisme qui existe aussi par rapport aux entraîneurs féminins. Moi, c'est des non-dits un petit peu, mais tu sais, des fois, j'ai vu des groupes de coachs qui parlent et quand c'est l'entraîneur féminin qui propose quelque chose avec une approche qui est pas exactement la même au niveau de la communication, tout ça, l'écoute n'est pas toujours là, disons. Donc, prendre sa place, c'est il faut avoir l'intérêt, tout ça. Mais même, j'imagine, quand on commence à prendre sa place comme entraîneur féminin, ça a l'air tellement pas toujours évident. Quoique, c'est pas toujours vrai non plus. On parlait de mon entraîneur, Peter Erickson, qui, lui, au contraire, n'a jamais hésité à engager des entraîneurs féminines, à essayer d'en développer aussi, que ce soit ici au Canada, quand il a travaillé aussi en Angleterre. Et c'est drôle parce que, j'ai eu cette conversation-là souvent et j'entends beaucoup de choses ces temps-ci sur les entraîneurs masculins, féminins et les conflits avec les entraîneurs masculins parfois et parfois plus que des conflits aussi, les abus. Et moi, c'est drôle parce que je vais être très claire de dire que j'ai eu une espèce de privilège incroyable d'avoir un entraîneur très, très tough, mais très respectueux. Tu sais, moi, mon coach, c'est un Suédois. Nous, on avait des problèmes de communication. Mais moi, j'avais... et la psychologue sportive me l'a dit aussi, tu sais. Moi, je suis pas une fille qui exprime très, très bien ses sentiments. Mon chum vous le dirait, là. Tu sais, j'ai le côté passif-agressif assez développé parfois. Et dans mon cas, quand effectivement, des fois, j'étais pas d'accord avec mon coach, mais à cause de la relation de hiérarchie à laquelle je crois par ailleurs, moi, je pense pas que ce soit au niveau parent ou entraîneur et athlète, tu sais, on entend beaucoup de choses ces temps-ci où l'athlète et l'entraîneur devraient être les meilleurs amis du monde, ouais. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, moi, mon idée d'un entraîneur, c'est tu vas chercher quelqu'un qui a sa compétence, son expertise. Toi, tu as ta compétence, ton talent. Lui, il te dit quoi faire et tu le fais. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une communication aussi. Il faut que tu lui dises comment tu te sens. Et moi, j'étais pas très, très bonne là-dedans. Et je travaille encore là-dessus, il faut dire des fois. Mais ce que je trouve intéressant dans cette conversation-là, c'est que oui, je pense que et là, ça va être mon petit côté un peu éditorial, hein, mais je pense que les entraîneurs masculins ont du chemin à faire pour, au niveau de la communication, au niveau de travailler un petit peu différemment avec les athlètes féminines. Je pense aussi qu'il y a certaines athlètes féminines, tu sais, comme moi, qui étaient pas typiques. Des fois, j'entends des filles qui sont en entrevue, puis je me dis, mon Dieu, j'étais tellement pas comme ça. Tu sais, moi, j'étais pas... je suis une sensible, mais je garde tout en dedans, tu sais. Puis là, je vois que tu fais ça comme ça parce qu'on se connaît un petit peu quand même, là. Donc, il y a toutes sortes de coachs masculins, mais il y a toutes sortes d'athlètes féminines aussi. Et ça, je pense que c'est important. Et je pense aussi que je dirais que c'est vrai qu'il y a des athlètes masculins qui sont qui sont capables d'être tough,
Mais il y a aussi des athlètes, des entraîneurs masculins qui sont capables, qui sont un petit peu tough, mais il y a une différence entre être, et ça n'a pas rapport tant que ça, là, mais avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais je trouve que c'est dur d'être un athlète de haute performance, tu sais, et si tu veux gagner, et il faut savoir comme athlète, c'est toi qui décides, est-ce que je veux gagner? Si tu veux gagner, ça va être dur et ça va faire mal. Et tu vas être obligé d'en faire des séries de plus, même quand ça ne te tente pas, puis même quand tu es dans ta période. Fait que ça prend un entraîneur, justement, qui impose ce respect-là aussi. Exact. Et moi, mon entraîneur, quand je lis toutes les histoires tristes et décourageantes, tu sais, mon entraîneur, là, il était capable de dire, écoute, si c'est ça que tu veux, c'est ça qu'il faut faire. Mais jamais, il y a moyen de faire ça dans le respect. Tu sais, il y a moyen, et j'ai travaillé avec Eric Van Den Eynde aussi, qui était capable d'être dur, Eric. Oui. Là, tu sais, c'était comme quand ça te tentait pas, là, il fallait que ça te tente pareil. Homme ou femme. Dans le respect de l'individu. Ouais. Et ça, bon, c'est mon petit point de vue éditorial sur cette question-là de dire, ça peut être exigeant, mais il faut que le respect soit là. Et ça a été, moi, j'ai eu ce privilège-là, en fait. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont pas eu des bonnes expériences, que ce soit au niveau d'abus, de dépression après. Tu sais, moi, si j'écrirais un livre, il ne se vendrait pas parce que... c'est tout à bon été. J'ai beaucoup de souvenirs très, très heureux. Beaucoup de bonheur. Ah, mais des fois, on le fait notre bonheur aussi. Puis ça nous en prend aussi des histoires... ça nous prend des belles histoires. Oui. Puis Chantal, ça en est une belle. Écoutez, on a déjà pris beaucoup de ton temps, Chantal, mais c'est sûr qu'il y a des questions, peut-être des questions sprint, disant, on va faire des questions 100 mètres, OK? On ne va pas faire des questions marathon. Alors, des réponses marathon plutôt. Comment qualifierais-tu la place du parasport au Québec et au Canada, en général versus le monde entier? Est-ce qu'on a une belle place? Écoute, le parasport au Canada a longtemps été, on a longtemps été des champions, des pionniers dans le monde. Oui, c'est vrai. On continue d'être des leaders. Non, on continue d'être très, très bons, mais on n'est plus les leaders qu'on a déjà été, selon moi. Il y a beaucoup de pays qui nous ont rattrapés. On parle de l'Angleterre, on parle de l'Australie. Même les Américains qui tiraient de la patte pas mal commencent à s'en venir, tu sais, que ce soit au niveau de l'inclusion, les commanditaires, tu sais, mais on est très bien, là, il faut s'entendre. Mais disons qu'on peut moins se péter les bretelles qu'on pouvait le faire il y a 20 ans. C'est bon. Est-ce qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution pour pratiquer? On en a parlé un petit peu, mais au niveau de la pratique sportive chez les femmes ayant un handicap, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour améliorer la situation? Il faut commencer jeune. Il faut trouver un moyen de ne pas attendre que les athlètes féminines ou masculins prennent le téléphone et cherchent quelque chose à faire. Il faut être capable de leur envoyer de l'information. Il faut que ce soit diffusé, il faut que ce soit facile. Il faut que ça commence dans les écoles, dans les municipalités et que ça les amène jusqu'à où est-ce qu'eux vont décider et elles vont décider d'aller. J'en ai une troisième. Crois-tu que tu as un rôle à jouer en tant que paralympienne ayant connu d'énormes succès? Écoute, tu sais, je me donne pas une mission de ça. J'espère que je peux jouer un rôle. Je trouve pas que je le joue autant que je pourrais. Ça, j'en suis très consciente parce que on a une vie, on a un travail, tout ça. Mais chaque fois que je peux aider un petit peu, je suis contente de le faire. Je pense pas non plus que c'est par définition la responsabilité d'un athlète. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu gagnes des médailles que tu es obligé. Non. Mais en même temps, c'est important que plus d'athlètes et plus d'athlètes féminines décident de rester dans le sport, dans le système sportif. On parlait des entraîneurs, mais tu sais, on parle des directeurs. Tu sais, nous, au comité paralympique, on est chanceux. On a Karen qui est vraiment extraordinaire. On a Catherine Gosselin. Donc, on en a des filles et je peux dire que ça fait une différence. C'est bon, ça. Dans mes prochains projets de recherche, c'est les hommes comme alliés pour faire avancer la cause du sport. Et là, j'ai une question très naïve, possiblement, mais notre rôle à nous, comme personne qui n'a pas de handicap, pour être allié, comment tu le vois pour faire avancer la cause, en fait? Là, j'ai un peu le parallèle avec quand je demande aux gars comme Marc, qui est un allié incroyable. Merci. Mais moi, ce que je pense, c'est que
les organismes sportifs au Canada, mais qui sont soit direct dans le sport ou un petit peu en périphérie. Là, on parlait d'Égal Action, on parlait de tout ça. C'est important d'avoir un volet parasport tout le temps, tout le temps. Et c'est important, la ministre Qualtrough dit tout le temps, rien, c'est en anglais, là, fait que je vais le martyriser un petit peu, mais rien à propos de nous sans nous. Donc, je dis pas qu'il faut toujours que ce soit une personne en situation de handicap qui s'occupe des autres personnes. C'est pas ça que je dis, mais il faut au moins qu'il y ait un minimum de personnes, de para-athlètes qui soient impliqués. Il devrait en avoir dans tous les organismes, juste pour que cette voix-là soit entendue, soit à la table tout le temps. Et ça, on a encore du chemin à faire. Puis je pense que ça clôt vraiment très bien parce qu'en fait, ce que j'entends, puis ce que... Tu sais, moi, chaque jour, j'apprends, puis c'est merveilleux, mais tu sais, le combat que je fais pour que la voix des femmes soit autour des tables, bien, il faut que j'aie la même habitude. C'est que, la voix, qu'elle soit diversifiée et inclusive. Donc, c'est sûr que je ne peux pas parler de l'expérience d'une femme noire. Je ne peux pas parler de l'expérience d'une femme qui a un handicap. Il y a certaines choses que je peux parler en tant que femme, mais il y a Et pour moi, je suis contente que tu le ramènes constamment parce que c'est là où je dis, moi, j'ai une job, j'ai un poste privilégié, je suis une femme privilégiée dans le monde du sport. Bien, ma job, c'est justement de l'amener cette voie-là. Puis je te remercie. Moi, je prends des notes après chaque balado, d'ailleurs. Je suis pas aveugle de prendre ma retraite. C'est bon, hein? En fait, il faudrait que je gagne à l'auto. Puis là, je ferais juste ça. Non, mais quand même, il y a des beaux programmes qui existent, tu parraines tout ça, puis effectivement, avec Égal Action, avec Alliance et Alliance, il y a des progrès qui vont se faire. Chantal, c'est toujours un plaisir. Oui, vraiment. Vraiment, hein? J'ai tellement de bons souvenirs aussi de reportages que j'ai fait chez toi à Saint-Marc-des-Carrières, aux Olympiques, en tant que chef de mission, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu es chef de mission aux Jeux du Commonwealth, qui sont des jeux d'ailleurs inclusifs, hein? Les médailles paralympiques, olympiques, en tout cas, sport para sont inclus également. C'est pas encore le cas au niveau olympique. Une dernière, peut-être? Est-ce que tu crois qu'on devrait en venir à ça? Non? Tu veux plus? J'aurais aimé ça, mais ça n'arrivera jamais. Non, c'est ça. Mais ça, il y a vraiment... La volonté politique n'est pas là. Bon. Moi, j'ai toujours pensé qu'on devrait faire les Jeux paralympiques avant. Parce que, tu sais, on les oublie un mois plus tard. Mais tu commences avec ça. C'est sûr que là, tous les médias sont présents. On veut voir les installations. Après ça, tu feras les Jeux olympiques après. Non, c'est sûr que le comité olympique ne voudra pas donner son scoop de première aux Paralympiques. On devrait pousser ça. C'est commercial, tout ça. Bon, d'autres dossiers à venir. Merci beaucoup, Chantal. Petite, la sénatrice. Merci. Bonne journée. Merci. Très apprécié. Wow. Merci. Alors, Guylaine, on va conclure là-dessus. Oui. Parce que il y a tellement eu de bons sujets. Les gens vont ruminer ça, vont réécouter parce que j'ai manqué quelque chose. Ils vont écouter les autres aussi parce qu'on a plein d'autres épisodes à vous proposer. Puis, si vous nous écoutez puis vous ne nous voyez pas, bien, sachez que ça existe aussi, les versions vidéo. Alors, pour voir Chantal, pour nous voir en vrai. En vrai. Parfait. Merci encore. Hein. Merci. Merci, Guylaine. Merci.